D'Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Salut les turfos et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission d'Ouzbek Erika, l'émission qui explore le futur les enfants. J'aimerais juste commencer par vous remercier toutes et tous de vos retours et parfois de vos critiques. N'hésitez pas à continuer, on prend, on écoute et on tente de s'améliorer. On le tente, on vous jure qu'on le tente. Certains veulent plus d'invités, d'autres plus de conversations entre nous. Bref, on va continuer à expérimenter et à vous proposer des petits formats, des petites émissions comme celle d'aujourd'hui où on vous propose un format tout nouveau, tout chaud qu'on a baptisé, jusqu'à preuve du contraire, Culturfu. Alors Culturfu, c'est la conjonction entre culture et turfu. Donc vous l'aurez compris, l'idée est de vous proposer un panier culturel du futur en vous recommandant les films, les bouquins, les séries et autres œuvres qui nous ont marqué ces dernières semaines, dont on parle à la machine à café chez Ouzbek Erika, parce qu'on a une machine à café chez Ouzbek Erika, sans se cantonner à des sorties. On va pas se cantonner à des sorties toutes fraîches et on assume d'être subjectif et pas exhaustif du tout. Alors, pour en parler avec moi autour de cette table qui est paritaire pour la première fois, c'est à relever, on reçoit donc pour la première fois Romane Munier, qui est experte de la vidéo à la rédac d'Ouzbek Erika. Salut Romane. Salut Guillaume. Romane qui est accompagnée de l'excellente Annabelle Laurent qu'on ne présente plus. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Et last but not least, avec mon accent anglais délirant, le sémillant Blaise Mao, rédacteur en chef d'Ouzbek Erika. Salut Blaise. Salut Guillaume. Alors, on entame directement, on va rentrer dans le vif du sujet de cette culture du futur avec Annabelle Laurent. Honneur aux dames, surtout parce qu'elles ont le pouvoir, Annabelle, les dames, les femmes. Les femmes ont le pouvoir, surtout dans un livre qui est paru fin 2016 en Angleterre, qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière aux États-Unis et qui vient de paraître en France le 3 janvier chez Calman Levy, précisons-le. Dans sa traduction française. Absolument. Donc ce livre imagine que les femmes, du jour au lendemain, se découvrent un pouvoir insoupçonné. C'est un courant électrique qui leur court de la clavicule jusqu'au bout des doigts et qui leur permet d'envoyer des décharges électriques. Comme ça, des décharges plus comme ou moins... l'empereur dans Star Wars. Voilà, exactement. Mais non, Blaise. Donc des décharges plus ou moins puissantes, plus ou moins dangereuses. Et on va écouter Naomi Alderman, l'auteure britannique de ce livre, nous l'expliquer. Men are physically stronger than women, more capable of causing, therefore, physical pain than women. And I wondered what would happen if I just switched that over. Just to say, if it were women who were in the position of being able to cause more pain, how would that change the world? Voilà, elle a vraiment un accent fabuleux, cet accent anglais. Donc juste pour traduire très rapidement, elle dit « Les hommes ont plus de force physique que les femmes et sont donc davantage capables de faire mal. » Et je me suis demandé, dit-elle, ce qu'il se passerait si j'inversais les choses et si c'était les femmes qui étaient dans la position de faire du mal, ce que ça changerait au monde. Ouais. Donc qu'est-ce que ça change ? Bonne question. Ça change tout. Les femmes ont tout à coup un moyen supplémentaire de se défendre. Les hommes ont désormais peur d'elles. Une vague de révolte va se répandre partout dans le monde avec des situations différentes selon les pays. Donc, par exemple, à Riyad, en Arabie Saoudite, où les femmes n'ont pas le droit de conduire, elles se mettent à électrocuter et à faire flamber toutes les voitures. En Moldavie, qui est le pays le plus pauvre d'Europe et où le trafic des femmes est un phénomène massif, elles découvrent qu'elles peuvent se libérer de leur chaîne. Elles sortent des appartements où elles sont emprisonnées. Voilà, et c'est en Moldavie que va naître le premier gouvernement des femmes. Mais je n'en dis pas trop. On va pas trop spoiler. Ouais. Voilà. Ouais. Et divulgacher, pardon. Oui, divulgacher, s'il te plaît. En Europe et aux États-Unis, dans les cours d'école, dans les familles, dans les couples, tous les rapports sont inversés, donc ça va changer énormément de choses. Et les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, en particulier, vont avoir l'envie de se venger. Donc l'une d'elles va s'autoproclamer prophète d'une secte et elle va fédérer des milliers de fidèles. On suit en parallèle un photojournaliste nigérian, une femme politique américaine, une fille de mafieux. Et donc cette construction en parallèle avec ces 4 personnages, déjà ça donne beaucoup de rythme et ça permet à l'auteur de dézinguer
toutes les institutions au passage, donc la religion, la mafia, la politique, toutes ces institutions qui viennent phagocyter, détourner le pouvoir et appuyer son propos qui est que le pouvoir n'est juste dans les mains de personnes, que ce soit dans celle des hommes ou dans celle des femmes. D'accord. Et quand l'opprimé se libère de ses chaînes, il y a peu de chances que ça se passe bien, puisqu'il y aura toujours une petite minorité qui, par soif de pouvoir, par soif de revanche, va pervertir la révolution et l'opprimé deviendra l'oppresseur. Donc d'accord, donc le titre correspond parfaitement au propos de l'auteur, c'est-à-dire que c'est plus un bouquin sur le pouvoir et sur le sens du pouvoir que sur la résolution de l'égalité, enfin de l'inégalité femmes-hommes, quoi. C'est ça, le pouvoir est vraiment au centre. Après, évidemment, donc le sujet choisi, c'est l'égalité homme-femme. Évidemment, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de résonances possibles. Ça fait réfléchir au mouvement MeToo, qui a quand même démarré avec un producteur hollywoodien qui a abusé de son pouvoir pour agresser sexuellement des centaines de femmes, et par la prise de conscience du nombre de ces hommes qui ont tous abusé de leur pouvoir. Voilà. Donc là, ici, le pouvoir bascule et les dérives viennent du côté des femmes. Donc c'est ce qui est intéressant, et l'auteur explique qu'elle n'avait pas du tout en fait, forcément prévu ce basculement-là. En fait, c'est vraiment de plus en plus sombre et on est dans la dystopie complète. Voilà, sachant que donc, les femmes prennent leur revanche, mais les hommes en parallèle préparent la résistance sur les forums masculinistes, avec des attaques terroristes. Enfin, voilà, elle part très loin, il y a énormément d'imagination. Et, elle s'interdit rien, quoi. Elle y va, quoi. Voilà, ça fait un peu plus de 400 pages, c'est très prenant. Si vous n'êtes pas convaincu et que vous avez vu The Handmaid's Tale, qui était donc, ça date maintenant, c'est le livre de Margaret Atwood date de 85, mais là on en a beaucoup entendu parler à cause de la série. Grâce à la série. Grâce à la série. La Servante écarlate en bon français. En bon français. C'est heureusement que vous êtes là pour faire un peu de trad. Donc Margaret Atwood a conseillé l'auteur dans le cadre d'un programme de tutorat. D'accord. Et voilà, elle valide à 100% sur la couve française. Il y a marqué c'est électrisant de Excellent, Margaret parce Atwood. Blague. Voilà. Puisque les femmes ont un pouvoir électrique, d'accord. Donc je conseille fortement ce livre. Voilà. Très bien. C'est noté, ça donne très envie de le lire. J'ai vu la couve passer sur un site qui s'appelle Ouzbek Erika, parce que je crois que tu en as parlé sur un site un peu étonnant et sympathique. La couve donne envie aussi. Et je vais le lire. Oui. Surtout, c'est approved by Barack Obama. Il a recommandé dans sa liste des livres à lire publiés sur Twitter. Donc Margaret Atwood ne te suffit pas, toi. En bon masculiniste, il faut qu'il y ait un approved d'un homme, quoi. De Barack. Et quel homme! Sachez que c'est aussi dans le book club de Emma Watson, qui aime beaucoup Roman. Donc ça te fera plaisir. Très bien. Je vais m'y mettre à la lecture, je pense, la semaine prochaine. Et il n'y a pas d'adaptation prévue pour l'instant? Enfin, la question, on se dit, tiens, c'est un truc qu'on aimerait voir. Oui, mais on espère que Netflix va pas en... Ouh, attention, on en parlera tout à l'heure de Netflix. Autre chose de complètement différent, on va donner la parole à Roman qui va nous parler d'une série en allemand, comme c'est étonnant. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la série Dark. C'est une série qui là a été réalisée par Netflix. C'est une dizaine d'épisodes, donc 50 minutes, réalisés donc par un réalisateur suisse qui s'appelle Baran Bo-Odar. Okay. Et en fait, l'histoire, elle commence en 2019 dans une petite ville dont je vais peut-être massacrer le... Vas-y, on te corrigera avec... Ça s'appelle Winden. Ah, Winden, yeah. Winden. Et la saison, elle commence très vite et très fort par le suicide d'un des personnages et la disparition d'un jeune garçon qui jouait avec d'autres dans la forêt. D'accord. Et en fait, à partir de cette disparition, tout dégénère dans le village. Donc les secrets de famille, l'enquête qui patine, personne trouve qui pourrait être suspect ou autre. Et aussi tous les habitants qui commencent à se poser des questions à propos de cette intrigante centrale nucléaire où, autour de celle-ci, il y aurait eu déjà, il y a 33 ans, 2 enfants qui ont disparu. Il y a quelques semaines, dans la petite ville de Winden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et l'inquiétude des habitants est montée d'un cran depuis la disparition d'un second enfant. Tout est exactement comme il y a 33 ans. Il y a un assassin parmi nous. Un assassin parmi nous? Alors en fait, c'est un polar mêlé de science-fiction où la question principale donc, que les personnages répètent tout au long de la série, c'est pas où, c'est pas qui, c'est pas comment, mais c'est quand. En fait, on va passer de l'année 2019
à l'année 1986, qui d'ailleurs correspond pile poil à l'année de Tchernobyl. D'accord. Et aussi à l'année 1953. Et donc c'est une série qui est très complexe, donc il vaut mieux pas rater 10 minutes ou s'endormir un petit peu dans la télé le soir. Ou trop boire avant de la regarder. Voilà, ou pendant. il vaut mieux rester attentif. Et évidemment, la fin reste encore... ça nous laisse beaucoup de questions en suspens. Tu vas pas la divulguer, hein, ni la divulgacher. Non, très bien. pas du tout. Mais c'est une série qui est assez intéressante, qui fait un petit mélange entre Stranger Things, parce que c'est des gamins dans la forêt avec leur vélo, un petit look vintage. Ouais, on avait un peu peur de ça quand on a vu les premières images. Moi, j'avais un peu peur de... Oh merde, l'esthétique ressemble beaucoup. Un Stranger Things allemand. C'est très beau. Comment on pourrait traduire Stranger Things en allemand, Blaise ? Je te laisse traduire. C'est toi le maître de la langue de Goethe. Alors moi, j'ai juste... Je ne fais que prendre des accents foireux. Komisches Ding. Et donc, ouais, ce voyage dans le temps, il y a un peu... C'est un peu retour vers le futur. Le passé influence le futur influence le passé. Les boucles, tout ça, en mode Interstellar. Ouais, alors bon, pour le coup, je l'ai vu, donc je valide ton choix, Roman. Est-ce qu'il n'y a pas une trame un petit peu complotiste ? Parce que moi, je ne l'ai pas vu, mais là, ce que j'ai entendu, l'enlèvement, les grands méchants du nucléaire, côté petits-enfants qui jouent dans la forêt, on nous ment. Est-ce qu'il n'y a pas un truc... Non, autant que dans Stranger Things, qui est aussi, d'ailleurs, dont les... Oui, il y a évidemment un grand méchant conglomérat. Etc. Même, un peu moins à mon sens, mais effectivement, c'est assez similaire. S'il y a une similitude, on peut la déceler ici, c'est qu'il y a effectivement l'Atomkraftwerk qui est au centre de... Excusez-moi, j'ai toujours eu envie de prononcer ce mot en allemand. Qui est au centre de l'intrigue et qui effectivement... mais c'est pas les personnages les plus vilains, sans vouloir divulguer l'ensemble de l'histoire, qui sont liés à savoir qui... On ne sait pas qui est responsable de quoi, et on est d'ailleurs un peu laissé sur sa faim là-dessus. Mais c'est pas mal fait, ça me rappelle un peu le Travelers, qui est une autre série, je crois, canadienne, si je dis pas de bêtises, encore une fois pas produite mais distribuée par Netflix pour le coup, et qui parle effectivement de voyage vers le futur pour le coup, mais pas vers le passé. Donc là il y a vraiment une intrication entre différentes époques. Ouais. C'est très cool. Je sais pas si tu l'as vu, Annabelle, ce que tu en as pensé, si c'est le cas. Tu l'as pas vu? Non. Mais tu as envie de la voir maintenant qu'on en a parlé? Je suis pas sûre. Putain. J'ai mal vendu. Je l'ai mal vendu. On fera mieux la prochaine fois. Je suis très très sélective sur les séries, étant dans Les Sopranos depuis 12 mois. Ouais, il faut que tu t'en détaches, que tu passes à autre chose. C'est ça. Non, mais en vrai, si, ça a l'air bien. Mais... Ouais, non, c'est vraiment bien fait. Et puis ça permet d'avoir aussi une série allemande. Ça rappelle un peu ces séries. Oui, à regarder en VO, c'est intéressant. Pourtant, je parle pas un mot d'allemand, mais c'était. C'est bien de le préciser parce que nous, là, on se la pète en disant ouais, on parle allemand, on fait des phrases et tout. Mais même pour les gens qui parlent pas du tout allemand, ça se regarde très bien. Et c'est comme les Borgen et les autres. Ça te rappelle ton époque Grenzenlos et tout ça. Alors, les verbes forts. Ok, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose qui va nous ramener dans la réalité, une réalité à peine fantasmée, celle de la Silicon Valley et de la série dont Blaise a envie de parler là, je crois. Oui, une série sur la Silicon Valley qui s'appelle Silicon Valley, et c'est une série que j'ai vue et que j'ai dévorée, que j'ai binge-watchée grâce à vous, car je ne l'avais pas vue. Donc merci Annabelle et Guillaume pour vos conseils avisés. Série HBO donc, dont la 4e saison a été diffusée à l'été 2017, donc on est totalement hors actu. Là, je me fais plaisir en vous parlant. Très bien. Voilà, donc ça a commencé en 2014. La saison 4, il va y avoir une saison 5, avec un peu renouvellement des personnages d'ailleurs. Ça se passe dans la Silicon Valley, donc au cœur du royaume de la tech. Le héros s'appelle Richard. Et avec sa bande de potes développeurs, il crée Pied Piper, qui est donc un service de compression de fichiers audio hyper performant, du jamais vu, à la vitesse de la lumière. Donc Pied Piper, référence au conte pour enfants, le joueur de flûte de Hamelin. Voilà, un conte assez glauque d'ailleurs, assez triste au passage. Mais bon, c'est pas du tout un bon logo d'ailleurs de boîte, c'est objet de beaucoup de blagues. Il est très moche, leur premier. Et donc c'est une série très drôle, probablement la meilleure série jamais écrite. Sur les geeks, c'est très à la mode depuis 5-6 ans, les séries de geeks. Ouais.
Il y avait évidemment le Big Bang Theory qui a eu son petit succès. Là, on retrouve des logiques de Big Bang qui fonctionnaient bien. Il y a je vous fais pas le détail, mais en gros, il y a la bande de potes est vraiment bien castée, quoi. On a Dinesh, le Pakistanais souffre-douleur, donc un peu comme dans Big Bang. On a Guilfoyle, qui est le misanthrope sataniste buveur de bière, qui est évidemment mon personnage préféré. Ça m'étonne que très peu. Il y a Jared, le faillot, coincé, hyper loyal, hyper dévoué à sa boîte, avec une séquence mythique où il se retrouve coincé dans une voiture autonome, dans une Google Car. Et c'est exceptionnel. Séquence à la saison 1. Ouais. C'est mon personnage préféré pour info. Il se retrouve envoyé à 160 km de là, il n'arrive pas à sortir. Il y a Erlich, qui est un peu la star, voilà, qui est l'entrepreneur glandeur mythomane qui a créé son incubateur après avoir revendu sa première boîte, mais qui en fait passe son temps à fumer des joints et à arnaquer tout le monde. Et puis il y a Richard, donc le geek puriste, brillant, à la sincérité totalement désarmante, qui refuse et un peu psychorigide, qui refuse par exemple de parler à des développeurs qui utilisent la barre espace au lieu de la touche tabulation. Donc c'est une sorte de nazi du code, quoi. Et il est un peu psychorigide, mais très sympathique. Un peu asocial. Très très bons acteurs. C'est aussi des acteurs qui n'étaient pas très connus. Alors après, T.J. Miller a joué dans pas mal de films, mais le héros notamment est vraiment un super acteur. C'est surtout une très très bonne parodie du meilleur et du pire de la Silicon Valley. Vous avez Google qui devient ici Hooli, donc avec les mêmes couleurs de l'arc-en-ciel que Google, et avec un slogan totalement stupide et très Silicon Valley qui est « Pour créer le changement, il faut changer ». Et donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est un peu l'humour de la série Silicon Valley. Le patron de Hooli, c'est Gavin Belson, qui traîne partout avec son gourou qui lui fait fumer de l'encens et qui lui prodigue des savants conseils. Il introduit toutes ses praises avec un animal bizarre, genre un ornithorynque ou un bulldog, pour faire une métaphore foireuse. Et au-delà de ça, la trame, donc c'est la saga un peu de cette start-up qui n'arrive pas à émerger. On retrouve en fait plein de sujets qui font polémique aujourd'hui dans le monde de la tech, comme les fermes de clics au Bangladesh, comme les types qui sont débauchés dans les entreprises concurrentes et qui sont payés des millions à glander sur un rooftop juste parce que c'est les meilleurs de notre concurrent, donc on va les débaucher. Ou aussi les milliardaires en Tesla Orange qui pleurent et qui dépriment et qui redeviennent seulement millionnaires, donc c'est assez drôle. Et aussi les procès qui ruinent énormément d'entreprises et que peuvent parfois infliger les grosses boîtes pour des questions de droit d'auteur. Et pour vous donner un petit aperçu de l'humour Silicon Valley, je vais vous passer un petit trait. Donc ça se passe au TechCrunch Disrupt, qui est le grand Raoult des startups et de l'innovation. Et on va écouter un petit peu ce qui se dit là-bas. We're making the world a better place through Paxos algorithms for consensus protocols. And we're making the world a better place through software-defined data centers for cloud computing. A better place through canonical data models to communicate between endpoints. A better place through scalable, fault-tolerant distributed databases with ACID transactions. And we are truly local, mobile, social. And we're completely so-mo-low. And we're molo-so. We're low-mo-so, bro. We were so-low-mo, but now we're mo-low-so. Voilà, il faut savoir que chez Uzbek Erika, on est aussi évidemment MoLoSo, hein, on est Mobile Social Local. Mobo. Voilà, après, juste 2 mots pour finir. Après, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, mais c'est surtout une série intéressante sur la notion d'échec. Dont on dit tout le temps, voilà, la culture start-up, c'est savoir échouer, apprendre à échouer pour apprendre à réussir, machin. Et là, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, au bout de la saison 4, sans spoiler, Pied Piper est toujours en galère, quoi. C'est-à-dire que la start-up a toujours du mal à émerger. À chaque fois, on croit que ça y est. Et en fait, on est à fond avec eux, on croit que ça y est, ça va réussir. Et puis, il arrive toujours une couille. Parfois, c'est de leur faute, parfois, c'est la faute des procès dégueulasses. Voilà, des procès dégueulasses, du grand méchant. C'est très David contre Goliath. Hein. C'est très le grand méchant Hooli qui veut racheter et détruire Pied Piper. Et la saga continue à la fin de la saison 4. Il y a une saison 5, donc ça, c'est la bonne nouvelle. On ne sait pas encore si ce sera la dernière. J'attends ça avec impatience. Moi, j'ai dévoré les 4 saisons en 2-3 semaines là, récemment. Donc. Alors, justement, la question que je me pose, moi j'ai arrêté à la saison 3, je crois que j'ai pas vu la 4, ou alors c'est en cours, je sais plus, mais à un moment donné, je me suis arrêté, je sais pas pour quelle raison, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça s'essouffle ? Est-ce que c'est toujours, ça reste aussi bon ?
Les ressorts comics sont toujours les mêmes. Ouais. Moi, après, ils m'ont beaucoup plu. Ils ont un peu plus de moyens, donc j'ai trouvé qu'ils sortaient un peu aussi de l'appart. Là, on les voit à un moment je crois que c'est dans la saison 4. Faire une trouvaille dans un nouveau grand Raoult de la tech, c'est très drôle parce qu'il pose des espèces de caméras partout. Ça j'ai pas vu, donc j'ai pas vu la 4. Après, ça reste vraiment le même style. Il cultive le même esprit. Il n'y a pas vraiment de renouvellement de ce point de vue-là, mais je trouve que les personnages sont toujours attachants et ils surfent sur l'actualité de la tech. Et pour nous qui sommes vraiment sur ces sujets-là autour de l'actualité de la Silicon Valley, je trouve que ça parle et on croise des têtes qu'on connaît. Parfois, ils ont fait intervenir des vrais start-upers. Dès le premier épisode d'ailleurs de la série, il y a Eric Schmidt qu'on voit pendant 2 secondes, donc l'ancien DG de Google. Donc je trouve que c'est quand même assez savoureux. Quand on s'intéresse à ces sujets-là, voilà, ils surfent bien sur les polémiques du Mans dans la Silicon Valley. Mais je pense que ça peut d'ailleurs plaire aux gens qui ne s'intéressent pas trop à ces sujets et qui ont envie de découvrir un peu la philosophie et la culture de la Silicon Valley, parce que pour avoir quelques amis qui sont là-bas et qui bossent, qui sont ingénieurs là-dedans, ils me disent que c'est à peine caricatural, quoi. Les traits sont à peine grossis. C'est très documenté et les auteurs viennent eux-mêmes de l'univers des startups. Il y en a un qui était journaliste pour Newsweek. Il couvrait l'actualité des startups. Certains ont bossé dans des startups. Donc il y a énormément de références. Moi, c'est comme Blaise, ce qui m'a le plus plu, c'est-à-dire que les personnages sont attachants, mais je dois dire qu'au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond. C'est pas des personnages qui me touchent au cœur, quoi. Même s'ils sont très drôles. Ça reste une série humoristique, quoi. Voilà. Ouais. Mais alors, elle est tellement riche dans son propos, dans toutes les références. Oui, le patron de Woolly, je crois qu'il est vraiment. Kevin Belson. C'est un mix de Larry Page et Sergey Brin. Il y a un peu de Steve Jobs dans la manière dont il se fringue aussi, je crois. Et un peu d'Elon Musk. Un peu de tout. Un peu de tout. Donc, sur tous les sujets qu'on suit, l'actu des startups, le côté. La façade du monde merveilleux, et au final. Peut-être que dans la prochaine saison, il y aura des repentis qui quitteront les grosses boîtes pour aller créer des lobbies anti-économie d'attention. Et des orgies dans la Silicon Valley. Alors ça, justement, sur la bro culture. Ouais, mais dans le lien avec l'actualité, le TJ Miller, le mec qui joue Erlich Bachman, qui est le gars qui profite beaucoup, qui est là avec ses gros pétards et qui fait des soirées, qui dépense dès qu'il a un peu de pognon, il organise des grosses soirées, si mes souvenirs sont bons. Lui-même, j'ai pas suivi l'affaire, je sais pas exactement où ça en est, mais il a été accusé dans le cadre du mouvement MeToo d'abus auprès d'un certain nombre de jeunes femmes. Et donc, encore une fois, la réalité rejoint la fiction. Et il sera pas dans la saison 5. Alors, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire pour savoir si c'était lié directement à ça. Mais à la fin de la saison 4, il se passe un truc avec lui. Je ne dis pas quoi. Non. Mais l'info, c'est qu'il ne sera pas dans la saison 5. Voilà. D'accord. Alors, autre chose intéressante, surtout qui était très attendue, Netflix avait réussi à faire monter la pression. Je change complètement de sujet. On revient aux séries et on revient à Netflix avec un projet qui était dans les tuyaux depuis un petit moment et qui est adapté d'un bouquin, Carbone modifié en français. En anglais, ça donne Altered Carbon. Je ne vous ai jamais demandé de me ramener à la vie. Tout ce que je vous demande, c'est d'élucider un meurtre. Celui de qui? Le mien. Celui de qui? Alors c'est marrant parce que dans la version française que je n'ai pas regardé, le héros parle avec cette voix et c'est exactement la même chose dans la version américaine. Alors à la base, comme je le disais, ça avait tout pour plaire, tu vois, l'adaptation d'un bouquin de science-fiction d'un Britannique qui s'appelle Richard Morgan, que je n'avais pas lu, que je me suis procuré avant pour faire monter un peu le truc. Il y a des clones, il y a du transfert de conscience. Alors c'est fondé sur le transfert de conscience, ça se passe évidemment, j'ai pas la date, je me la suis pas notée, mais il y a 250, je pense en 2400 et quelques, je vérifierai ça. In the near future. Et je corrigerai ça sur le site d'Ouzbek Erika. Bref, le tout, comme on l'a compris dans l'extrait, c'est tenu par un scénar en mode polar noir, avec une enquête menée par un mec ronchon et bien musclé, tu vois. En l'occurrence, il est joué par Joel Kinnaman, qui a bien poussé la fonte. On le félicite, il est fit. Et donc les premières images laissaient à penser qu'on allait être plongé dans une sorte de Blade Runner, un paysage urbain avec des néons, des brouillards, qui était assez joli dans les premières images. Et puis
Comme quand dans la série ils extraient des corps de leur espèce de gros sac Ziploc là, pour les ramener à la vie, à mon sens ça fait un peu flotch, ça s'étale un peu par terre. C'est dommage parce qu'on voit que Netflix y a mis du sien, notamment en termes d'argent, de budget. On parle de 15 à 20 millions de dollars par épisode. Il y en a 12 encore, je ne sais plus, 12. Roman me fait le signe de monter, peut-être un peu plus même. Et puis il y a des effets spéciaux dans tous les sens, mais le résultat, après c'est purement subjectif, et pas à la hauteur des attentes en tout cas que j'en avais. Donc c'est peut-être le problème aussi de faire monter la pression sur un projet comme celui-là pour les fans de science-fiction dont je fais partie, je n'ai pas honte de le dire, qui s'attendent à quelque chose de complet. Et là en l'occurrence, les persos sont un peu caricaturaux, les plans de la ville sont super beaux de loin, mais dès qu'on se rapproche un peu, qu'on est dans une voiture volante, ça fait un peu cheap. Alors c'est pas grave d'être cheap, tu vois, The Expanse c'est parfois un peu cheap, mais c'est assumé et comment dire, tu fais contre mauvaise fortune bon cœur, tu fais avec les contraintes, tu produis quelque chose où au moins tes personnages valent quelque chose. Et là les persos sont un peu caricaturaux, ils jouent comme des grosses patates. La pauvre Christine Ortega, celle qui joue l'actrice qui joue Christine Ortega s'en sort pas, mais bon, son perso l'aide pas trop non plus. Les scènes d'exposition sont permanentes. La créatrice de la série, Laeta Kalogridis, j'aime beaucoup ce prénom et ce nom, donc je le prononce. On a l'impression qu'elle a peur de perdre ses spectateurs à chaque fois parce que c'est exigeant quand même. Le scénar n'est pas simple. L'enquête se fonde sur un riche. Bref, c'est raté, mais c'est dommage. Je suis vraiment désolé. D'autant que le bouquin n'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais il est suffisamment dense en mode variation sur le polar de science-fiction pour en tirer quelque chose de moins facilement oubliable, notamment sur l'aspect que je trouve super intéressant dans le livre et qui n'est pas trop creusé dans la série, de lutte des classes du futur entre ceux qui peuvent se payer la vie éternelle avec des clones, et ils se transfèrent dans leur propre clone, ce qui est quand même toujours très très cher, hein, donc c'est pas une technologie ça c'est pas mal vu en termes d'évolution des technologies, c'est-à-dire qu'il y a un vrai gap qui va se créer a priori, et c'est le Pékin moyen qui peut à peine se payer une nouvelle, ce qu'on appelle les enveloppes, sleeve en bon anglais, une autre enveloppe, un autre corps un peu naze, mais qui lui permettra de prolonger sa vie de quelques années. Donc ça c'est super intéressant, d'autant que le personnage principal lui-même, l'enquêteur, avait quelques siècles auparavant d'être réinjecté sur Terre, puisque évidemment il y a les autres planètes ont été colonisées, quelques autres planètes, avait fait partie d'une rébellion pour justement lutter contre ce gap qui était en train de se créer entre ce qu'on appelle les maths, pour les Mathusalem qui vivent presque éternellement, et celles et ceux qui sont des presque mortels comme les autres. Donc tout ça donnait vraiment envie, et puis bon voilà, moi en tout cas je trouve que ça a fait pchit, flotch, switch about après quelques épisodes, et d'ailleurs à tel point que je n'ai pas tout vu. Alors peut-être que pour être tout à fait honnête, je devrais voir plus que la moitié et aller au-delà de la moitié de la série. Mais toi, Romane, qui a presque tout vu, est-ce que je suis trop violent ou pas? Trop déçu. Moi, après, j'ai pas lu le bouquin avant. Et les premiers épisodes sont, je pense que c'est un peu dur à rentrer dedans, mais à partir du 2 ou 3, moi j'étais quand même accroché. Un peu plus accroché à l'histoire. Bon. Et j'ai trouvé assez intéressant en fait, à partir du milieu de la série, on développe beaucoup plus le côté la inégalité des chances par rapport à l'immortalité. C'est peut-être développé plus tard, ok. Et moi je trouve vraiment pas mal. Il y a des moments où on voit les personnages donc les plus riches arrivent à se réenvelopper en fait dans leur vrai corps. Ils choisissent aussi d'améliorer leur corps, donc ils ont quand même des petits extras. Et par contre, les plus beaucoup pauvres, qui ont la chance quand même de pouvoir revivre une nouvelle fois, vont peut-être se retrouver dans des corps qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils avaient au début. Donc des petites filles qui se retrouvent dans des corps de mamie, une femme qui retrouve son mari dans le corps d'un mec. Moi, il y a des trucs quand même, des petits détails qui sont intéressants, mais c'est vrai que je te rejoins sur le côté futur. La ville est pas très future en fait, parce qu'on s'attend vraiment à ce qu'il soit... En fait, le personnage principal, du coup, est endormi et réveillé 250 ans plus tard. C'est ça. Et là, pas d'étonnement, il retombe dans une ville qui a complètement changé. Il est blasé, en fait, dès le départ. Il y a des hologrammes partout et ils sont bas complètement. Et en plus, c'est même pas poussé... il manque ce côté futur. Il y a le côté intelligence artificielle aussi, qui est super bien dans le bouquin et qui est assez pour le coup, correctement adapté dans la série, puisqu'ils incarnent... les hôtels, en gros, sont devenus... Les intelligences artificielles sont devenues des hôtels.
Ils sont devenus has-been. Et voilà, et ils sont devenus has-been parce qu'ils n'ont plus aucun intérêt. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir des clients, donc ils font tout pour aguicher, appâter le client. Sauf que le problème, c'est qu'encore une fois, en termes de visualisation, quand ils se retrouvent tous à leur table de jeu, enfin bon, on va pas spoiler, mais c'est un peu poussif, quoi. Bref, je vais aller jusqu'au bout. Je reviendrai peut-être sur mon avis dans une prochaine émission autour de la culture fût. Vous avez entendu parler, vous avez vu des extraits, non? Le trailer, moi j'ai vu. Ouais, ça m'a pas trop convaincu, mais je vous entendais en même temps en parallèle dans le bureau en parler, donc c'était peu. Moi, j'en ai un peu marre du pitch sur l'inégalité entre la minorité de riches qui va pouvoir augmenter son corps ou aller sur une autre planète et les pauvres prolétaires condamnés à rester des humains. J'ai l'impression que ça devient un peu la tarte à la crème, Elysium, Altered Carbone. C'est un peu la trame éternelle et je pense qu'il faut... C'est un peu le degré 1 de réflexion sur le sujet. Il faudrait aller beaucoup plus loin en fait pour être surprenant. En tout cas... c'est pas surprenant, ça donne pas envie. Après, je suis peut-être totalement blasé et j'absorbe peut-être beaucoup trop oui, c'est possible. de sujets, de lecture sur le transhumanisme, certes, mais voilà, moi, c'est pas un pitch que je trouve très alléchant et c'est vrai qu'il faut se méfier du tout en un, quoi, du côté allez, on va mettre de la téléchargement de conscience, plus des drones, plus de l'IA, plus du... Ça fait un peu le cocktail futur. On est d'accord. Moi, je conseille juste la série d'Arte, Transfert. Ouais. C'est sans doute un style, mais vraiment aux antipodes, parce que c'est vraiment la série française avec, je sais pas, j'imagine un budget divisé par 150 par rapport à Altered Carbone. Mais là aussi, où on peut greffer son esprit dans un corps et c'est pas exceptionnel, mais il y a plein de thèmes aussi. Et peut-être de bonnes idées en termes de narration qui sont... Je sais pas, je l'ai pas vu, mais ça a l'air pas mal. Voilà. Ok. Je signale. C'est noté. Signalons ça. On va conclure en parlant de des projets qui ont retenu notre attention pour les quelques mois à venir, des choses dont qu'on pourrait peut-être évoquer dans les prochains podcasts, dans ces prochaines émissions. Est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu votre attention et dont vous avez envie de parler? Je crois que Roman avait envie de parler d'un truc. Il y a un très beau documentaire qui va sortir demain, justement dans les salles de ciné, qui s'appelle Human Flow. Donc ça parle de ces 65 millions de personnes qui ont été contraintes de quitter leur pays pour soit fuir la famine, la guerre ou les bouleversements climatiques. Et en fait, vu que c'est un des flux les plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale, le documentaire est vraiment complet. Ils ont tourné, je crois, dans 23 pays pendant 2 ou 3 ans. Et ça a été réalisé par Ai Weiwei. Donc c'est un artiste contemporain chinois qui est très connu. Oui. Et qui réalise en fait là un documentaire de 2h20, donc c'est une de ses plus grosses productions. Ah oui, c'est pas un 52 minutes, quoi. C'est 2h20 en cinéma directement. Oui, en cinéma. Ok. Et donc on va peut-être faire écouter un tout petit extrait. Vas-y. If children grow up without any hope, without any prospects for the future, without any sense of them being able to make something out of it, if children grow up without any hope, without any prospects for the future, without any sense of them being able to make something out of their lives, then they will become very vulnerable to all sorts of exploitation, including radicalization. It's going to be a big challenge to recognize that the world is shrinking and people from different religions, different cultures are going to have to learn to live with each other. Frontières, comment ils souhaitent s'intégrer, la manière dont ils vivent leur déracinement et aussi ce qu'ils cherchent, donc la justice, la sécurité, etc. Ok, donc ça s'appelle Human Flow et ça sort demain. Donc demain, on enregistre nous sommes le 6 février. Mercredi. Et donc ça sort le mercredi 7 février. Je le précise pour nos auditeurs qui nous écouteront peut-être un petit peu après le 6 ou le 7 février. Moi, j'ai tout à fait hâte, et je ne pourrais pas le faire ce soir, et j'essaierai de le faire avant ce week-end, de voir The Cloverfield Paradox. Je parlais des projets dont on fait monter la pression, etc. La Netflix a pris complètement le contre-coup et annoncé pendant le Super Bowl qu'ils allaient sortir le 3e volet d'une œuvre Cloverfield qui a été, je ne sais pas si vous avez vu le premier film Cloverfield par J.J. Abrams, qui est juste une merveille de film catastrophe. Et donc au fur et à mesure des années, il y a des projets qui se situent dans cet univers-là. Le 3e était
très attendu, puisqu'il y a eu 10 Cloverfield Lane avec un excellent John Goodman. Bref, et Cloverfield Paradox, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas quand est-ce que ça allait sortir. Netflix l'annonce le jour du Super Bowl et dit c'est dispo maintenant, allez-y, sans aucune info autre que celle-ci. Les premiers retours sont catastrophiques. Je suis désolé pour nos amis de Netflix qui ne sont pas forcément nos amis, et je suis absolument quand même très impatient de le voir et de faire mon avis, donc je vous en parlerai ou pas peut-être dans les prochaines semaines. Il y a d'autres choses en stock? Juste en sortie série, donc en avril, on a The Handmaid's Tale, déjà la saison 2. La saison 2 déjà, oh là là. La servante écarlate en version française. Mais lâche-moi. En bon français, madame. Parce que la trad est toute pourrie, c'est beaucoup mieux. Est-ce que tu peux me traduire Westworld? Parce que j'allais parler de Le monde de l'Ouest. Bien sûr, le monde de l'Ouest. Absolument. La conquête de l'Ouest. Les robots avec des Stetson. Westworld, pareil, c'est avril? Ouais. Donc avril, ça va être, on va pas dormir. Voilà. Mais si mes souvenirs sont bons, les deux, c'est pas du Netflix, donc c'est pas du binge, donc c'est un épisode par semaine à chaque fois. Westworld et Handmaid's Tale, où je me trompe. Westworld, Hulu. Westworld, je suis presque sûr. C'est bien le cas. Ouais. Et Handmaid's Tale, pareil. Ouais, non, t'as raison. Donc en fait, on va endormir. Donc on va tenir. Oui. Au ciné, il y a le Ready Player One, le 28 mars. Spielberg. De Steven Spielberg, qui après s'être attaqué au New York Times. C'était le New York Times, non, je sais pas, je l'ai pas vu. Patagon Paper. Ouais. Bref, après s'être attaqué à l'histoire du journalisme, nous plonge dans la réalité virtuelle. Adaptation d'un bouquin de comment s'appelle-t-il, vous l'avez pas lu, hein? Non. J'ai lu un de tes papiers qui en parlait. Ouais, bref, Palmer Luckey en est fan, le fondateur d'Oculus Rift, et plein d'autres petits grands ados de la Silicon Valley sont fans de ce bouquin, qui n'est pas d'une originalité folle, mais qui a le mérite d'avoir été écrit en 2011 et qui décrit un futur dans lequel la réalité virtuelle, qui selon eux est en train d'arriver, a pris le pas sur la réalité. Et bon, vous avez vu la bande-annonce ou pas? Moi, j'ai vu ça, non? Moi, j'ai vu la bande-annonce. In the near future, a young man is alone. Bon, c'est pas ça. On verra. Je ne sais pas. On verra, on en reparlera. Donc le 28 mars, Ready Player One. Il y a aussi un petit projet film encore, enfin un gros projet. Encore une fois Netflix, le 23 février, donc bientôt à la fin de ce mois. Mute, le nouveau projet de Duncan Jones, à qui l'on devait un excellent film qui s'appelle Moon. Et là encore, alors risque ou pas, je ne sais pas, mais ça fait un peu très Blade Runner dans la manière de dépicter, j'allais dire, mais c'est un anglicisme, de montrer le futur. Là, il s'agit de Berlin en 2052, et je vais juste dire le cast, et comme ça, vous allez tous faire « Oh, wow, c'est fou !» Il y a Alexander Skarsgård, Justin Theroux, Paul Rudd et Sam Rockwell, qui était Justin Theroux, tu veux dire l'acteur de The Leftovers, la meilleure série du monde? Non, je veux dire Justin Theroux, qui a un énorme pénis, a priori, à ce qu'on voit parfois sur des... Voilà, sur ce... Bien informé. Roman lève le doigt. Il y a une petite série aussi post-apocalyptique qui va bientôt sortir, qui s'appelle The Rain. Qui sort où et qui sort sur Netflix. Donc c'est printemps 2018, donc ça ne devrait pas tarder. Mars-avril. Et qui fait un peu un petit mélange de The 100, Hunger Games, avec un frère et une sœur qui sortent d'un abri après 6 ans à être cachés. Parce qu'un virus a décimé toute la population scandinave. Donc là, c'est danois. C'est une série danoise. Ok. Plein de choses dans la culture du futur dont on pourra parler en février, en mars, on ne sait pas quand. En tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir encore écoutés, puisque vous êtes nombreux, de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre dans ce podcast. Le prochain, vraisemblablement, on aura quelqu'un autour de la table, un invité dont je ne peux pas encore révéler le nom car il n'est pas encore arrivé dans nos locaux. Attendez-vous à un truc de malade. On se rejoint bientôt. Donc Barack Obama. Steven Spielberg. On se rejoint bientôt avec un invité. Merci encore. N'hésitez pas à balancer vos commentaires. On les lit, on vous écoute puisque vous nous écoutez. J'aurais dû faire de la pub. Merci beaucoup.